Donc j'en profite à nouveau pour vous remercier toutes et tous, à la fois celles et ceux qui sont venus en présentiel, mais aussi en ligne, d'être venus justement aujourd'hui pour assister à ce colloque. Donc dernière table ronde, donc on va se poser ensemble la question de savoir si nous allons, ou si nous sommes déjà en fait, rentrer dans une ère du sport multipolaire. Évidemment, c'est une question importante, c'est une question éminemment géopolitique. On va maintenant moins s'intéresser à la France, mais davantage à d'autres pays à l'échelle internationale. Et rapidement, avant de commencer, je vais vous faire une petite, mais courte introduction pour justement vous remémorer certains éléments qui me semblent importants, qui nous semblent importants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que longtemps, le sport moderne a été l'apanage des puissances principalement occidentales. Le sport moderne est né au début du XIXe siècle, en Grande-Bretagne. Il s'est diffusé très rapidement à la faveur des révolutions industrielles à l'échelle internationale. Et évidemment, à l'époque, au XIXe siècle, c'était avant tout les empires qui parcouraient la planète. Et donc le sport a été créé à l'image des sociétés occidentales. Évidemment, par la suite, les choses ont commencé à évoluer. On a eu Pierre de Coubertin, on l'a vu ce matin, qui a été à l'initiative de la création des Jeux olympiques modernes en 1896. Et par la suite, on a vu un XXe siècle, finalement, durant lequel les événements sportifs sont devenus de plus en plus importants à l'échelle internationale et éminemment géopolitique. Évidemment, c'est difficile de ne pas se rappeler d'une part des JO de Berlin, bien sûr, en 1936, où Adolf Hitler, mais peut-être encore plus important après, c'était la guerre froide du sport entre les États-Unis et l'Union soviétique entre 1952 et 1991. Donc globalement, on a eu un monde du sport qui a été surtout unipolaire, dans le sens où c'était principalement l'Occident qui le dominait, qui utilisait des événements sportifs, etc. Il a été contesté à un moment par l'URSS, mais finalement ça n'a pas duré. Et à partir de 1991, les choses ont bien changé. Pourquoi ? Parce que, d'une part, l'Union soviétique s'est effondrée, bien sûr, et d'autre part, parce qu'on a eu une recomposition géopolitique à l'échelle globale. Alors ça n'est pas venu tout de suite, dans les années 90, c'était surtout finalement les États-Unis qui avaient globalement pignon sur rue d'un point de vue géopolitique global, mais aussi d'un point de vue géopolitique du sport finalement. Et à partir des années 2000, on a vu un certain nombre de puissances dites émergentes commencer à chercher à obtenir des événements sportifs de premier plan. Évidemment, ces puissances, vous les connaissez toutes et tous, c'est donc l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est la Russie, c'est le Brésil, c'est aujourd'hui, on le voit, le Maroc, par exemple, etc. Et à l'aune de cette recomposition géopolitique, on peut du coup se poser la question, est-ce que finalement, on ne serait pas rentré dans une ère multipolaire du sport ? Alors, pour répondre à cette question, on a donc 4 intervenants de marque aujourd'hui, évidemment, Pascal Boniface, bien sûr, qu'on ne présente plus, donc directeur de recherche à l'IRIS. On a également Jean-Philippe Leclerc. Donc vous êtes directeur adjoint de la rédaction de l'Équipe, journaliste, et vous avez notamment couvert pour l'Équipe, c'est ce dont on avait discuté en amont, 6 éditions des Jeux Olympiques d'été, en fait, donc à l'exception des JO de Londres 2012, de ces 2 dernières décennies. Ensuite, on a évidemment Denis Masseglia, ancien président du Comité national olympique et sportif français entre 1993 et 2021, ancien rameur de haut niveau, donc vous avez été notamment demi-finaliste des championnats d'Europe d'aviron de 1969, si je ne m'abuse, et votre pratique du sport, aussi bien en tant qu'athlète que professionnel, nous permettra de fait de prendre du recul sur cette situation que j'ai essayé de décrire avant. Et enfin, Vincent Paschini, donc, vous êtes responsable de la coopération internationale de Paris 2024 depuis 4 ans maintenant. Vous avez travaillé pendant 15 ans aux Nations Unies comme fonctionnaire international dans les affaires politiques, notamment sur la Libye, Haïti et la Somalie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour de table, si vous le voulez bien.
très rapidement, quelle image vous vient pour décrire justement le moment où on est rentré, où nous sommes rentrés dans une ère du sport multipolaire? Est-ce qu'il y a un moment, selon vous, qui marque un basculement? Alors, je ne sais pas, peut-être Pascal ou... Enfin bon, c'est une évolution. C'est pas comme en fait le monde du sport ressemble au monde géopolitique et lui aussi se multipolarise comme reflet du monde géopolitique. À quel moment le monde géopolitique est devenu multipolaire? On ne pourrait pas le fixer d'une année. Même d'ailleurs, quand est-ce que le monde géopolitique a cessé d'être bipolaire? C'est pas le mur de Berlin, ça a commencé un peu avant, ça s'est terminé un peu après. Donc, quand tu as des perspectives géopolitiques comme cela ou structurelles, il n'y a pas un moment clé. C'est une évolution douce. On peut dire que grosso modo, on est passé d'une confédération Est-Ouest géopolitique et aussi en termes de nombre de médailles aux JO, avec soit les pays occidentaux, soit les pays, avec l'exception soviétique pour organiser les Jeux, Mexico bien sûr en 68, et puis maintenant tout le monde est candidat parce que en fait l'émergence a fait que de nouveaux acteurs sont venus sur la scène. Et pour exister, ils pensent qu'être sur la scène sportive, c'est le meilleur moyen d'être visible, et d'être visible rapidement, et d'être visible globalement. Donc en fait, tu as des acteurs qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent, soit parce qu'ils en ont beaucoup, comme la Chine, le Qatar ou l'Arabie Saoudite, soit parce que c'est très important, comme le Maroc, pour exister. Et je pense que c'est une tendance structurelle qui se développe depuis peut-être une vingtaine d'années, et qui va se poursuivre. C'est vrai que autant le monopole de la puissance du monde occidental en termes géopolitiques est terminé depuis maintenant une trentaine, enfin est en voie d'être terminé depuis une trentaine d'années, eh bien c'est pareil. Les premiers JO, c'est que des pays occidentaux et que des athlètes occidentaux. Maintenant, c'est tout à fait différent. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce débat, est-ce que les pays non démocratiques peuvent organiser des compétitions? En fait, les pays non démocratiques, c'est les pays non occidentaux. Et le débat, c'est de savoir si seuls les pays occidentaux peuvent continuer à avoir le monopole de fait de l'organisation d'événements sportifs mondiaux, ou si c'est un reflet du monde géopolitique. Et dans ce cas-là, des pays qui ne sont pas occidentaux ont droit à être également à la table et pas loin derrière, et vont revendiquer ce droit, le revendiquent de plus en plus. Et cela, c'est pour ça que Paris 2024, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est une survivance quand même. Qu'un pays occidental puisse organiser, un pays occidental européen puisse organiser les Jeux, c'est quand même vraiment, c'est que le travail a été bien fait, parce que c'était tout sauf naturel. Et Jean-Philippe Leclerc, je me tourne vers vous. Vous avez été journaliste, donc, et vous avez couvert le Qatar. Toujours journaliste. Toujours journaliste, pardon. Vous avez couvert justement un tournoi de tennis, c'est ce que vous me disiez dans la préparation, de tennis au Qatar, donc dès 1993. C'était en janvier 1993, c'était le premier Open de tennis du Qatar. On avait été invité par les organisateurs. Et effectivement, le Qatar, je crois qu'ils avaient dépensé quelque chose comme 18 millions de dollars pour construire 9 cours en 6 mois. Et ils ont organisé le premier Open. Pour moi, c'est vraiment un moment clé. C'est-à-dire que c'est la première grande manifestation sportive organisée par le Qatar. Et il y avait déjà des champions comme Stefan Edberg, il y avait Boris Becker, il y avait Goran Ivanisevic. Et comme j'ai relu l'article avant de venir, et c'est vraiment incroyable parce qu'en fait, il y avait déjà tous les éléments du discours du soft power. L'organisateur, le patron du tennis qatarien, à l'époque, c'était quelqu'un qui s'appelle Ali Al-Fardan, qui était un des plus grands joailliers du golf. Et il parlait déjà de promotion du pays par le sport, d'attirer les touristes, etc. Donc ils avaient déjà une vision extrêmement claire de ce qu'ils voulaient faire dès 1993. Juste pour vous raconter une petite anecdote de ce voyage qui a vraiment été très très instructif. Donc Ali Al-Fardan, qui était à la tête d'une fortune considérable, avait invité donc tous les joueurs de tennis et tous les journalistes pour une espèce de fête de cérémonie chez lui. Et je me souviens déjà, les journalistes italiens étaient absolument bouche bée parce qu'ils avaient reconnu un tableau de Canaletto, donc du peintre de la Renaissance italienne. Et c'était pas une copie, c'était l'original. Donc je me souviens des journalistes italiens qui découvraient ce chef-d'œuvre comme ça. Et puis ensuite, on a eu droit à un numéro de danse du ventre.
et par une danseuse. Et je me souviens, Goran Ivasinovic est allé voir la danseuse après, discrètement, en lui disant « Do you speak English ?» Et elle lui a répondu « Yes, I am from San Francisco ». Donc ça voulait dire pourquoi ? Parce qu'évidemment, jamais une qatarienne n'aurait pu faire un tel numéro qui était considéré comme dégradant. Mais donc Ali Al-Fardan avait considéré qu'à partir du moment où il recevait des Occidentaux, il fallait quand même qu'il y ait un numéro de danse du ventre. Et donc il était allé chercher cette danseuse en Californie. Donc pour vous dire que dès 1993, il y avait cette espèce de décalage entre effectivement... cette volonté de séduire, je dirais, by any means necessary, par tous les moyens nécessaires. Et par rapport aux éditions olympiques que vous avez couvertes, est-ce que vous avez pu observer des différences dans les stratégies justement employées par les différents États pour tenter de diffuser leur influence, par exemple ? Alors, c'est intéressant parce que je pense que chaque ville, chaque pays qui veut organiser les Jeux doit se poser la question de savoir pourquoi je veux les Jeux, en fait. Et on a eu tout au long de l'histoire plusieurs réponses. Une ville comme Barcelone ou après une ville comme Atlanta, c'est des villes qui étaient des capitales régionales et qui ont voulu devenir des villes internationales. Alors Barcelone y est arrivé, Atlanta beaucoup moins, parce que les Jeux n'ont pas été une totale réussite, loin de là. Les Jeux, ça peut être aussi une façon d'affirmer un pouvoir. Là, c'est clairement le cas de la Chine. La Chine ne pouvait pas ne pas avoir les Jeux. Elle les a ratés une fois. Ça a été vécu comme une humiliation incroyable. Et donc, même par rapport au CIO, la Chine devait avoir les Jeux. Si on parle par exemple des Jeux de Rio, les Jeux de Rio, nous, journalistes, on s'en a été fait une joie, une fête avant d'y aller. On s'est dit, ça va être formidable. Il va y avoir une ambiance incroyable dans les rues pendant toute la compétition, ça va être la samba, ça va être... Et en fait, de tous les jeux que j'ai couverts, c'est pratiquement, avec les Jeux de Pékin, les jeux les plus tristes en termes d'ambiance. Pourquoi ? Parce qu'il y avait eu un décalage considérable entre le moment où le Brésil avait obtenu les Jeux et le moment où le Brésil a organisé les Jeux. Et entre-temps, il y avait eu une crise économique, il y avait eu une crise politique aussi, puisque Lula était en prison, je crois, au moment des Jeux. Et il y a eu aussi une crise sportive, puisqu'ils avaient organisé la Coupe du Monde de football au Brésil et qu'ils avaient subi une défaite historique en demi-finale contre l'Allemagne. Ce qui fait que dès qu'on est arrivé à Rio, on a bien compris qu'en fait, les Brésiliens et les Cariocas n'avaient plus vraiment envie d'organiser les Jeux. Et donc il y a eu une sorte d'ambiance pendant toute la quinzaine assez tristounette, sauf le jour où le Brésil a gagné la médaille d'or au football avec Neymar, où là, dans les rues de Rio, on a eu l'ambiance qu'on avait espérée, avec les chauffeurs de taxi qui écoutaient, les gens avec les maillots dans les rues, tous les bars pris d'assaut, etc. Mais sinon, même dans les compétitions d'athlétisme, quand un Brésilien est devenu champion olympique à la perche contre Renaud Lavilloni, bon, c'était sympathique comme ambiance, mais pas plus que pour un meeting, je dirais, de la Golden League. Et je me tourne maintenant vers vous, Denis Masseglia. Vous avez eu une expérience sportive donc de terrain, aussi bien en tant qu'ancien athlète, mais aussi que professionnel du sport, et vous l'êtes toujours. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être comment vous avez perçu, vous, cette évolution du sport et la façon dont celui-ci a commencé à se transformer à la mesure que justement la géopolitique du monde changeait aussi? Oui, bonjour à toutes et à tous. Comme je suis déjà intervenu ce matin, mais depuis la salle, je vais quand même prendre 30 secondes juste pour dire, puisque le titre du colloque d'aujourd'hui c'est Paris 2024 et qu'on parle de Paris 2024, le 3 mai dernier, c'était la disparition de Bernard Lapassé, donc moi je veux avoir une pensée pour lui avant de commencer mon intervention. Voilà, maintenant, ceci étant dit, je vais répondre à la question. Moi, j'ai pas été frappé par une quelconque brutalité dans l'évolution. Pascal a tout à fait raison de dire que ça a été progressif et quelque chose de naturel. Quand on a travaillé, comme moi ou comme d'autres, dans une fédération internationale, il y a un but qui est recherché par toutes les fédérations internationales, qui est l'universalité. Donc chaque fédération internationale encourage tous ses membres à organiser, à être performants, parce qu'il est important aussi
de montrer que le sport que l'on pratique est universel et que les médailles sont réparties dans un certain nombre de sports et le plus large possible. Après, il y a deux solutions pour être vu et performant. Soit on est performant en termes de performance sportive. C'est pas simple, parce que pour former un médaillé olympique, il faut quelques années. Donc le résultat ne peut pas s'obtenir instantanément. Soit on est performant parce qu'on a quelques moyens et quelques ambitions aussi, qu'on se donne les moyens pour cela, d'organiser. Moi, j'ai été frappé par le fait que dès que j'ai pu participer à des travaux de l'ACNO. L'ACNO, c'est l'Association des comités nationaux olympiques. Peu de congrès annuels se passent dans les pays qui traditionnellement sont performants en termes sportifs. Et donc, on s'est retrouvé un peu dans des pays exotiques, alors, mais le plus souvent à Dubaï, à Doha, éventuellement au Mexique, pour la grand-messe des CNO. Jamais on a eu un congrès qui s'est passé dans un pays traditionnellement performant, et notamment en France. Ce qui illustre aussi que, ça rejoint les propos de Jean-Philippe, à savoir qu'il y a une stratégie qui est établie pour prendre pignon sur rue, pour exister, pour montrer une certaine légitimité. On organise d'abord un congrès avant de prétendre à organiser des compétitions plus importantes. Et puis un jour, on arrive comme ça à être candidat aux Jeux Olympiques. Doha a été candidate d'abord à ceux de 2012 et le cut du CIO a sorti Doha. Mais pour autant, le Qatar s'est vite consolé en étant candidat pour organiser une Coupe du Monde de football. C'était peut-être une manière plus simple, peut-être plus rentable, entre guillemets, pour lui, d'acquérir ces galons de pays organisateurs et donc de compter parmi les pays qui sont importants en matière sportive. Voilà. Donc, moi, je veux juste dire que ça a été une évolution progressive, à la fois sur le plan de la demande organisationnelle, qui était plus facile à obtenir que celle de la performance sportive, parce que, encore une fois, pour être performant sur le plan sportif, il faut du temps, du travail, des structures, une tradition. Et vous, Vincent Paschini, vous avez une casquette qui est assez intéressante, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes dans le cœur du réacteur en tant que responsable de la coopération internationale de Paris 2024. Est-ce que cette question, justement, de l'évolution de la géopolitique du sport, est-ce que l'arrivée de ces nouveaux acteurs, alors ils étaient là avant, évidemment, il y a 4 ans, bien sûr, mais est-ce que ça pose de nouvelles questions en interne? Est-ce que vous avez une façon de travailler qui est liée, justement, à cette mutation? Est-ce que vous avez pu observer certains éléments nouveaux? Oui, merci. Bonjour à tous. Et merci à l'IRIS et à la ville d'Enghien pour l'invitation. Je veux d'abord dire que ça fait moins de 3 mois des Jeux. Ça fait quand même plaisir de prendre le temps d'élargir la perspective, de se poser une heure, de discuter et finalement de l'après quelque part, hein, le monde, un peu le monde d'après les Jeux, le monde multipolaire, et je voulais remercier pour ça. Aussi, avant de revenir sur la question, sur le moment, plus d'un point de vue personnel, des moments de bascule qu'on a vécu. Moi, il me semble que les Jeux de Pékin de 2008 et la cérémonie d'ouverture des Jeux de Pékin de 2008, c'est vraiment le moment où la Chine arrive et voilà, on réalise qu'il est en train de se passer quelque chose d'un peu différent. Donc je dirais le moment spectaculaire, on peut peut-être le situer là. Alors nous, maintenant, en tant qu'organisateurs, alors on est les organisateurs de Jeux, notre horizon, il est cet été. Voilà, cette nouvelle distribution mondiale, on va peut-être l'observer pendant les Jeux, on va peut-être l'observer d'un point de vue sportif, mais c'est vrai qu'on ne peut pas avoir cette vision en tant qu'organisateur nous-mêmes, mais en revanche, on a une position assez privilégiée qui est cette plateforme-là, on est Paris 2024, donc tout le monde vient nous parler, et on a une ambition un peu différente de coopération, de projection internationale qui est un peu différente par rapport à d'autres comités d'organisation auparavant. Donc on a cette perspective.
Et ce que moi j'observe de cette position-là, c'est plusieurs choses. Peut-être, on reviendra sur les questions géopolitiques voilà, mondiales, mais au niveau d'un monde multipolaire, d'abord, ce que je vois, c'est qu'il est en train de se passer quelque chose pour les Jeux de 2036, 2040, qui ne se passent pas forcément pour l'attribution de Paris 2024, 2028, 2032. Les Jeux olympiques et paralympiques qui reviennent vraiment comme un objet géopolitique de puissance très important. C'est public, il y a plus de 10 pays qui sont candidats potentiellement, ou de villes, pour les Jeux olympiques de 36, de 40. Ça redevient un énorme enjeu. Et nous, on le voit, ça. Voilà, les gens viennent nous parler, viennent se renseigner. Voilà. Chose qu'on ne voyait pas forcément il y a 2-3 ans, où on était sur quelque chose d'un peu plus figé. Donc là vraiment, on sent que l'objet des Jeux, et potentiellement, je pense, de toutes les autres grandes compétitions, ça redevient quelque chose de, quelque part, attrayant à travers le monde. Et dans des pays qui ne les avaient jamais accueillis. La plupart de ceux qui sont candidats sont des pays qui n'ont jamais accueilli les Jeux. Donc ça, c'est une première chose. On sent que ça reprend, et nous, on le voit, on le sent, on le touche du doigt, d'autant plus que à 12 ans, 16 ans des Jeux, c'est un enjeu politique. Ce n'est pas encore un enjeu organisationnel de comité d'organisation, de comité national olympique. C'est un enjeu politique. C'est des acteurs politiques qui viennent vouloir candidater pour organiser des Jeux dans 15 ans. L'autre aspect que nous, on voit, c'est au niveau des... Je pense qu'il y a deux autres aspects. Il y a les sports et les athlètes. Nous, au niveau des sports, bien sûr, on a vu un des sports, par exemple, juste pour prendre un exemple, un des sports qui est un des sports phares de Paris 2024, c'est le breaking. C'est un des sports additionnels de Paris 2024. C'est une marque très forte pour nous sur la jeunesse, sur sortir le sport des stades et ce genre de choses. C'est aussi un sport très très international dans certains pays. Que je vois, moi, dans mon travail, j'ai vu du breaking partout dans le monde. Voilà. Néanmoins, c'est un sport qui ne sera pas, par exemple, aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Donc ça ne sera plus un sport olympique dans 4 ans, parce qu'il se passe autre chose. D'autres choix ont été faits, qui sont plus nationaux, qui sont plus tournés vers d'autres pays, comme l'introduction du cricket, par exemple, qui, nous parle pas forcément, mais a beaucoup plus de pratiquants que le handball, par exemple. Donc voilà, il y a des choses qui se jouent au niveau des sports et au niveau de comment on les organise, qui sont assez importantes. Avec des, voilà. Et la troisième chose, c'est les athlètes, finalement. Ce monde, en fait, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes, je ne dirais pas tous, ou peut-être même pas la plupart, mais beaucoup, qui ne peuvent pas s'extraire de ce contexte international, de ce monde auquel ils appartiennent, qui est un peu plus large que leur propre nationalité, parce qu'ils appartiennent à une diaspora, ou pas d'ailleurs, et qui à la fois sont dans la performance, sont dans la compétition, mais sont aussi en train déjà de regarder comment ils vont s'impliquer, comment ils vont élargir leur propre horizon dans un autre pays. Beaucoup d'athlètes français qui retournent vers leur diaspora, même très très jeunes, comme Victor Wembanyama, très jeune, est déjà en train de réfléchir à comment il va capitaliser au niveau international d'un point de vue de solidarité. Donc il y a tout cet aspect-là aussi qu'on voit. C'est plus difficile, je pense, ce qu'on observe, de rester là et de s'isoler, disons, de s'abstraire de ce contexte international qui est complexe et qui beaucoup plus difficile de créer des barrières en fait entre différentes manières de faire. Merci. Pascal, je me tourne maintenant vers toi et j'aimerais qu'on discute un peu de la question des pays du Golfe. On les a déjà un peu évoqués tout à l'heure. Toi, tu as déjà beaucoup travaillé dessus notamment. Comment est-ce qu'on pourrait justement analyser en fait cette stratégie de la part de nombreux pays du Golfe, donc le Qatar, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que ces stratégies sont les mêmes, ont les mêmes objectifs, ou est-ce que finalement elles sont différentes? Est-ce que par exemple celle du Qatar diverge de celle de l'Arabie Saoudite? On observe actuellement par exemple que le championnat de football saoudien a attiré énormément de stars, etc. Est-ce que ces stratégies ont les mêmes buts finaux, et est-ce qu'elles sont les mêmes finalement? Alors elles sont à la fois, elles ont des ressemblances, mais elles sont pas tout à fait pareilles parce que les pays sont différents.
L'Arabie Saoudite, c'est 7-8 fois le Qatar. Et donc, c'est un autre point. Le Qatar, au départ, c'est exister sur la carte, coincé entre les Saoudiens et les Iraniens, qui ont l'un et l'autre des appétits sur lui, un peu à l'image de l'Uruguay qui organise la première Coupe du Monde, parce qu'il est coincé entre le Brésil et l'Argentine, et qu'il y a un milliardaire uruguayen qui dépense l'argent pour inviter les équipes européennes à venir faire une Coupe du Monde. Certains refusent, et les Uruguayens disent maintenant on est une place sur la carte, on est un point sur la carte. L'émir du Qatar, le père de l'actuel émir, il va un jour à Londres et on lui dit « Ah, le Qatar, c'est où ? C'est bizarre comme pays. » Il est très vexé et donc il dit « Il y a deux mamelles, c'est Al Jazeera et le sport. » Effectivement, ça a très bien fonctionné parce que finalement, Neymar, c'est moins cher qu'un Rafale. Quand tu achètes le Paris Saint-Germain, tu fais parler de toi de façon nettement moins coûteuse qu'un appareil de défense que tu ne sais pas maîtriser et qui est un peu inutile par ailleurs. Donc ils ont misé sur le sport pour être sur la carte. Ça a beaucoup agacé. Il y a un peu comme Bahreïn, on fait un Grand Prix de Formule 1. Alors, on parle beaucoup de sport washing, mais en fait, c'est un peu à double tranchant. C'est que les Qataris ont pensé, on fait la Coupe du Monde, on va être très populaire, et du coup, tout le monde dit oui, mais les émigrés, oui, mais les droits de l'homme, etc. Quand tu réalises un événement sportif, tu es visible et tu subis aussi les critiques. Ce qui fait que le sport, d'ailleurs, a été utilisé au Qatar par Amnesty International ou Human Rights Watch comme un levier. Amnesty et Human Rights Watch n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais du coup, au final, la situation des immigrés au Qatar est moins inenviable ou plus enviable, enfin moins dramatique que dans les pays parce que le sport a mis ce coup de projecteur. Bahreïn, c'est pareil, ils organisent un Grand Prix de Formule 1, mais en fait, quand ils organisent, on parle de la violation des droits de l'homme au Bahreïn, donc c'est pas aussi évident que cela. Quand on parle de sport washing, c'est vraiment un double tranchant. Dubaï mise assez peu sur le sport, finalement. Ils ont, eux, d'autres ambitions. Et là, le nouveau venu, c'est effectivement l'Arabie Saoudite, qui a un projet majeur avec ce taureau déchaîné qui est MBS, qui est à la fois très autoritaire et très moderne. Un peu, c'est l'équivalent de Frédéric II ou de Catherine II en leur temps, très autoritaire et très répressif, mais en même temps, il veut moderniser son pays et on va faire avec lui pour les 30 ans qui viennent. Et donc, il veut miser sur le sport à la fois pour moderniser son pays, l'ouvrir, le faire connaître. Donc, du coup, à chaque fois, on parle de Khashoggi, mais au final, quand même, ça va un peu marcher. Et c'est aussi une façon d'ouvrir le pays sur l'extérieur. C'est ça. Donc en fait, mais les Saoudiens, à mon avis, sont la puissance à suivre pour l'avenir parce que c'est le Qatar, puissance une fois encore 7-8. Ils ont des moyens en termes. C'est 36 millions, le Qatar, c'est 3 millions, enfin c'est 2 millions, mais 300 000 Qataris, quoi. La proportion d'immigrés en Arabie Saoudite n'est que d'un tiers de la population. Donc, et puis les moyens sont beaucoup plus importants. Et donc on voit, là, il y a aussi l'Azerbaïdjan un peu plus loin qui veut exister aussi à travers le sport. Donc en fait, ils veulent faire éruption sur la scène mondiale en disant de comment faire parler de nous. Bah, le sport, c'est qu'est-ce qui est le plus visible dans le monde. Je fais toujours cette plaisanterie. Qui connaît Antonio Costa? Personne. Qui connaît Cristiano Ronaldo? Tout le monde. Donc en fait, les sportifs sont plus connus que les dirigeants politiques. On a un peu parlé ce matin. Et finalement, le côté coût-investissement est bon. Je ne sais plus qui parlait de Auxerre ce matin, je crois que c'est Laurent-Éric Lelay. Ben, en fait, on avait calculé à un moment donné que si Auxerre devait faire une campagne de publicité pour faire parler de la ville, le club de football, ça aurait coûté des milliards. Ils n'auraient jamais pu le faire. Mais tous les dimanches, tous les samedis, on parlait d'Auxerre à cause du club, etc. Pareil pour Guingamp. Donc en fait, c'est assez rentable et c'est une façon à la fois donc de moderniser le pays, de l'ouvrir pour l'extérieur, parce qu'une fois encore, ce sont des dictateurs éclairés, dans tous les sens du terme, et aussi d'exister sur la carte, et ça réussit assez bien. Qui connaissait le Qatar? Je ne pensais pas que ça remontait à 93. Moi, j'avais vu Doha avant, parce qu'ils avaient été très malins. Ils avaient fait un tournoi en début d'année, et à l'époque, le classement commençait en début d'année. Donc, celui qui gagne le tournoi de Doha était numéro 1 mondial. Voilà. Et bon, alors après, ils ont quand même changé le classement sur un an et pas partir de zéro. Mais qui connaissait le Qatar en France avant qu'ils achètent le PSG et qu'ils obtiennent la Coupe du Monde? Pratiquement personne. Maintenant, plus personne n'ignore où est le Qatar. Oui, et ça pose d'ailleurs un certain nombre de questions. Par exemple, l'expression justement sport washing, elle est évidemment souvent, la majorité du temps, utilisée par des personnalités ou des chercheurs occidentaux à l'encontre de pays non occidentaux, souvent, donc non démocratiques ou pas.
en tout cas, ça peut être perçu aussi de la part d'un certain nombre de personnes issues des pays dits des Sud comme un marqueur finalement de néo-impérialisme, un héritage en fait d'il y a quelques décennies de ça. Jean-Philippe Leclerc, peut-être que vous voulez réagir à ce qu'on a dit. Oui, c'est intéressant la Coupe du Monde au Qatar, parce qu'effectivement, mais nous en particulier les journalistes, il y a eu, comme vous le rappeliez, un regard très critique sur le Qatar avant la Coupe du Monde, sur les droits de l'homme, tout à l'heure on parlait d'acceptabilité, les droits de l'homme. Alors pour les populations locales, on n'a pas trop de problème d'acceptabilité, mais effectivement il y a eu beaucoup de Qatar bashing avant, pour critiquer à peu près la transition écologique, les droits des travailleurs, etc. Et ce qu'on n'a pas vu, ou ce qu'on a vu uniquement sur place, peut-être parce qu'on a un regard un peu trop comment dire, avec nos œillères occidentales, c'était aussi la fierté arabe. C'est que sur place, on s'est rendu compte de ça. Et pourtant, le Qatar n'est pas vraiment le pays arabe le plus populaire parmi ses congénères, loin de là. Mais il y a une fierté arabe incroyable. Et le Qatar a suscité ça aussi, en invitant par exemple des supporters des pays arabes qualifiés. Il a invité des supporters tunisiens, il a invité des charters entiers de supporters marocains pour venir supporter leur équipe. Mais on a senti, à travers le parcours du Maroc par exemple, on a senti cette fierté-là. Et moi, il se trouve que par hasard, pendant la Coupe du Monde au Qatar, j'ai fait un séjour en Arabie Saoudite. Je suis allé présenter une série que j'ai faite sur la catastrophe du Heysel dans un festival de cinéma à Jeddah. Et c'était le jour de Espagne-Maroc. Et j'ai vu Espagne-Maroc donc dans un centre commercial de Jeddah. Et c'était un spectacle incroyable en fait, presque plus là où je l'ai vu qu'à la télé, parce que c'était dans un centre commercial, il y avait une espèce de café, et il y avait une population très diverse. Il y avait des hommes, il y avait des femmes voilées, et entièrement voilées, et il y avait des femmes qui n'étaient pas voilées. Et il y avait un enthousiasme donc en Arabie Saoudite pour l'équipe marocaine d'un événement organisé au Qatar qui était dingue, comme si pratiquement comparable à la France en 98 avec la Coupe du Monde. Donc et il y a eu cette scène aussi incroyablement symbolique au moment du match de Argentine-Arabie Saoudite, où on a quand même vu donc l'émir du Qatar, Al Thani, qui a mis en guise d'écharpe un drapeau saoudien. Ce qui est un symbole incroyable, alors que c'est deux pays qui étaient quasiment en guerre, et là on avait un symbole de réconciliation incroyable. Donc si effectivement, je pense que les Qatariens, au moment de faire le bilan de la Coupe du Monde, quand ils se sont dit ok, il y a eu tout le bashing de la part des Occidentaux, et puis de l'autre côté tout ce qu'on a pu gagner comme point par rapport au reste du monde, et en particulier par rapport au monde arabe, je ne suis pas sûr qu'ils regrettent vraiment d'avoir organisé la Coupe du Monde. Et qu'au contraire, pour moi, on parlait de moments clés, ça a été un moment clé, la preuve qu'un pays comme le Qatar pouvait organiser une Coupe du Monde, malgré tout ce qu'on a pu dire, ça a été une forme d'encouragement pour d'autres pays. On sent bien que depuis l'Arabie Saoudite, qui regardait ce qui se passait là, a vraiment franchi un cap incroyable, et vous avez commencé à en parler notamment à travers son championnat de football, même si là on se rend compte qu'il y a beaucoup de stars qui sont partis, qui ont très envie de revenir, parce que l'argent ne fait pas tout, même pour un joueur de foot, et que par exemple des pays qui sont des géants géostratégiques, par exemple comme l'Inde, mais des nains sportifs, se posent aussi des questions. L'Inde est candidate au JO de 2032. Non, c'est 2036. Ils sont candidats et ils ont très envie de les avoir. Alors que jusque-là, franchement... donc c'est pour moi vraiment un des moments un des plus grands tournants. Il y a vraiment eu un avant et un après cette Coupe du Monde au Qatar. Vas-y Pascal. Juste ajouter quelque chose parce que Jean-Philippe, et on a vu par rapport au bashing que le clivage The West versus the Rest, les Occidentaux et le reste du monde, agissait aussi là-dessus. Parce que le bashing était uniquement dans le monde occidental et pas du tout en Afrique, en Amérique latine et bien sûr en Asie. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est aussi que depuis donc maintenant 2 décennies, on parle de plus en plus effectivement de géopolitique du sport. C'est une expression qui revient. On a beaucoup d'articles sur le sujet. On commence à l'enseigner aussi dans les écoles, à l'université, etc. Moi, j'avais une question du coup pour vous à nouveau.
comment ça se passe à l'équipe en fait? Est-ce que vous avez pu observer un changement dans la façon de traiter l'information sportive? Pendant longtemps, en tout cas, l'impression que j'en ai, c'est très personnel, c'est qu'il y a eu une évolution. Il y a quelques années encore, on était très focalisé à l'équipe sur les résultats, etc. Là, on voit de plus en plus d'enquêtes maintenant géopolitiques qui traitent le sport d'une façon différente. Alors, est-ce que vous avez changé votre façon de percevoir le sport? Je pense, oui, parce qu'il y a longtemps eu un dogme à l'équipe qui était un petit peu le dogme du CIO, comme quoi il fallait qu'il y ait vraiment un mur, une séparation absolument étanche entre le sport et la politique. Et ça, ce dogme-là, il est tombé parce qu'il devenait intenable, en fait. Et c'est vrai que quand on relit les écrits de Jacques Godet, que ce soit sur les Jeux de 36 ou complètement différemment sur les Jeux de Mexico 68, il y a toujours cette idée qu'on ne doit pas mélanger le sport et la politique. Mais en fait, c'est devenu impossible. Et donc aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette idée-là. Et nous, l'équipe, notre mission première, c'est de parler du sport, mais du sport sous toutes ses formes. Et effectivement, on a eu beaucoup de questions sur notre couverture de la Coupe du Monde au Qatar. Je me souviens même qu'il y avait eu un début de mouvement d'appel du boycott de la Coupe du Monde au Qatar par les médias. Je crois qu'il y a au moins un journal qui n'y est pas allé. Je crois que c'est le journal de La Réunion qui avait décidé de ne pas y aller. Et on nous a dit, nous, à un moment, est-ce que vous allez boycotter la Coupe du Monde au Qatar? Non, hors de question. C'est-à-dire que nous, à partir du moment où il y a un événement sportif qui soit organisé à Paris, à Doha ou sur la planète Mars, on se doit d'y être. Et après, notre boulot, c'est de raconter ce qui va se passer sur le terrain, le centre de machin pour la tête de bidule, mais c'est aussi de raconter tout ce qui va se passer autour. Et donc, on a une cellule d'investigation qu'on a montée il y a 2-3 ans avec 5 journalistes qui travaillent uniquement sur l'enquête. Et on a, sur le Qatar, on a un journaliste qui était au Qatar pour travailler uniquement sur les aspects sociétaux, géostratégiques, etc. Il n'a pas donné une seule note de match ou il n'a pas décrit une seule action. Son boulot, c'était uniquement ça. Après, ce que ça change aussi pour nous, parce que nous, on ne va pas se cacher, on est un journal, on est un média maintenant, plus qu'un journal, on est un média français, donc, et dont les résultats, y compris financiers, sont très dépendants des résultats des sportifs français. Et du coup, notre prisme, par exemple, notre difficulté, c'est de dialoguer des fois avec ces nouveaux acteurs. Et c'est le cas notamment avec le Qatar, qui a pris une importance considérable dans le sport français. Et c'est vrai que le dialogue, on a vraiment des relations assez compliquées avec les Qatariens du PSG, avec Nasser El Khelaifi et son entourage, avec quelques hauts, beaucoup de bas, parce qu'on se rend compte en fait quand on dialogue avec eux qu'on n'a pas forcément les mêmes codes et les mêmes valeurs. C'est-à-dire que quand on leur parle droit à l'information, on sent que voilà, ils comprennent, mais c'est un peu abstrait. Ils sont beaucoup plus souvent dans un rapport de force ou d'intérêt commun. C'est-à-dire qu'en gros, leur discours, c'est de dire tout ce qui est bon pour le Qatar est bon pour le PSG, donc tout ce qui est bon pour le PSG est bon pour l'équipe. En gros, c'est un peu leur raisonnement. Je le simplifie, mais pas tant que ça. Et c'est plus compliqué que ça, en fait. Parce que, par exemple, bon, là, j'espère que le PSG va aller loin et va gagner la Ligue des Champions, même si c'est pas excessivement bien parti, le match aller, mais en fait, ce qui se passe, c'est que ces derniers temps, le Qatar, le PSG, lapsus, a eu tendance un peu à écraser la Ligue 1, et donc il n'y avait plus vraiment de concurrence, sans forcément aller très très loin en Ligue des Champions, ce qui pour nous est comme on dit en anglais, le worst case scénario, c'est le pire scénario. C'est-à-dire que la double peine, c'est-à-dire que non seulement il n'y avait plus de suspense en Ligue 1, et en plus de ça, arrivé en 8e ou en quart, on voyait disparaître le PSG. Alors là, pour le coup, ça ne nous arrangeait pas du tout. Nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Quelle serait notre situation idéale? C'est un PSG qui n'écrase pas la Ligue 1, qui continue à laisser gagner les autres, qui a un vrai suspense jusqu'au bout, et pas 13 points d'avance à X journées de la fin, et un PSG qui effectivement fasse le job et aille loin en Ligue des Champions. Mais voilà. Mais tout ça pour vous dire que on est passé par moment avec
Ça a été largement repris, y compris dans les autres journaux, mais à un moment, on a été carrément en guerre avec le PSG. Et quand je dis en guerre avec le PSG, on était clairement en guerre avec les Qatariens, parce qu'on sentait bien que tous les coups venaient de l'entourage de Nasser, et en particulier de Jean-Martial Ribes, dont le seul boulot était non pas de faire la promotion du PSG, mais de faire la promotion de Nasser El Khelaifi et du Qatar. Et l'armée des trolls qui s'est déchaînée à un moment contre nous, voilà, ça a été établi, ou presque depuis, par la justice, c'était Jean-Martial Ribes, et c'était l'entourage de Nasser El Khelaifi. Donc oui, je ne vais pas dire que c'était plus simple quand on avait pour interlocuteur Bernard Tapie à l'OM ou Claude Bèze aux Girondins de Bordeaux, mais voilà, je veux dire, il faut qu'on s'adapte en tout cas. Okay. Bah, c'est une très bonne passerelle pour la prochaine question que je voulais vous poser justement, Denis Masséglia. Dans cet environnement géopolitique un peu nouveau, avec plein d'acteurs différents et de façons de faire différentes aussi, on observe, notamment via le Qatar, mais en fait il y a tout un tas d'autres acteurs, de nouvelles méthodes utilisées dans le cadre du sport pour organiser des événements, les obtenir, augmenter les résultats sportifs, etc. etc. Et dans ce contexte, est-ce que, selon vous, la France est prête à justement penser ce nouveau monde du sport qui est là, et est-ce qu'elle s'est adaptée, ou est-ce qu'elle est en voie d'adaptation, ou est-ce qu'elle est en retard, par exemple? Alors, pour ce qui est de notre pays, je pense qu'il y a eu, on a parlé tout à l'heure de date fatidique et de Pékin 2008. Pour moi, la date fatidique, c'est Singapour 2005. Hein. Donc, tous ceux qui étaient à Singapour n'ont pas eu assez de mouchoirs pour éponger les larmes de peine, parce qu'on était tous certains que Paris allait être retenu, et ça a été Londres. Bon, une fois qu'on a dit ça, soit on se retire et on dit c'est pas fait pour nous et on fait pas, soit on essaie de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour changer les choses. Et je pense que ça a été un déclic, d'abord parce que, et il faut rendre hommage aux gouvernants de l'époque, tous les projets d'équipement sportif ont été menés à terme et ils servent aujourd'hui pour la réalisation de Paris 2024, c'est important de le dire, mais aussi parce que ça nous a obligés à deux choses. La première, c'est comment on fait pour avoir plus de dirigeants sportifs français dans le monde international, parce que ça passe par là. Donc on a mis sur pied une véritable stratégie de conquête qui ne peut pas payer immédiatement. Ça n'est pas possible. Pour avoir des postes à l'international, c'est un travail de 10 à 15 ans qui fait qu'aujourd'hui, il y a des membres français du CIO de manière plus importante, il y a une présence française dans les fédérations internationales qui est plus importante, et de manière générale, on a plus de dirigeants sportifs français. Le CNOSF y a contribué en mettant en place un programme qui s'appelle Ambition Internationale, qui est un programme de formation, Pascal, tu es intervenu, qui fait qu'il faut d'abord, pour avoir des dirigeants, les décomplexer et leur dire c'est possible. Donc avec des témoignages de gens qui y sont arrivés, on est arrivé à susciter des vocations, et je pense que c'est une des explications. La deuxième, c'est tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et ce matin, on a parlé de francophonie. Bon, un des premiers sujets que j'ai été amené à traiter en étant président du CNOSF, ça a été comment on fait pour faire en sorte que nos alliés naturels, qui sont les pays francophones, soient regroupés. Obtenir du CIO qui ait son accord pour créer l'association francophone des CNO n'a pas été une mince affaire, parce que le CIO ne reconnaît que les organisations géographiques. Les 5 continents engrangent 5 associations de comités. Et pourtant, il a été d'accord pour qu'on mette en place l'association francophone des CNO, qui aujourd'hui fonctionne avec une 50aine de pays. C'est quasiment le quart de l'ensemble des CNO du monde entier. Bon, pour en avoir été à l'initiative et pour avoir vu comment était la difficulté de son fonctionnement, je regrette quand même
on n'est pas conçu la FCNO comme étant un enjeu national. Le CNOSF tout seul qui met 100 000 € par an pour faire fonctionner la FCNO ne peut pas la faire fonctionner correctement. Ça n'est pas possible. Et donc, c'est dommage parce que si la France représente quelque chose à elle seule, elle représente beaucoup plus en étant le leader d'un mouvement francophone. Et je pense que c'est une, voire la meilleure solution pour peser sur le plan international. Alors, pas forcément pour imposer sa culture, ses traditions, ses habitudes aux autres, parce que c'est un défaut que l'on a et il faut le gommer petit à petit. Il faut respecter ce que les autres sont, mais pour pouvoir aussi, à un moment, prétendre avoir sa part dans l'édifice sportif et pouvoir obtenir un certain nombre de succès. Et je pense qu'il faut aussi que l'on arrête avec le bashing dont on a parlé depuis ce matin. Enfin, si on se souvient quelques années en arrière, on prend une déception avec... je ne vais pas remonter à Barcelone 92, mais on prend une déception avec Paris 2008. On prend une immense déception avec Paris 2012. La déculottée du siècle avec Annecy 2018. Lorsqu'on gagne Paris 2024, il faut se dire quand même qu'il y a eu une stratégie qui a payé. Ça ne se fait pas par miracle, ces trucs-là. Hein. Donc, peut-être à un moment, avoir aussi un peu de satisfaction, à condition, encore une fois, que ça ne soit pas simplement pour montrer au monde entier qu'on est capable d'organiser le plus grand des événements sportifs, je crois que personne n'en doute, mais plutôt parce que, à travers celui-ci, on va pouvoir faire la preuve que les Jeux apportent quelque chose aux sociétés modernes. Pour ça, il faudra d'abord montrer qu'ils apportent quelque chose à la société française. Et ça me fait, c'est une très bonne passerelle pour la question que je voulais vous poser justement, Vincent Pasquini. C'est-à-dire qu'on est dans un moment géopolitique assez tendu, évidemment. Le climat, on le connaît, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, Israël-Palestine. Il y a eu une certaine inquiétude qui plane sur Paris 2024, évidemment. Questions sécuritaires, cyberattaques, etc., etc. Comment, dans ce contexte géopolitique tendu, vous vous préparez à l'événement? Quelles sont les possibilités, les portes de secours peut-être que vous avez imaginées quel message Paris 2024, ça fait beaucoup de questions en même temps, mais devrait peut-être porter Paris 2024 dans ce contexte géopolitique des plus tendus? Oui, effectivement, personne n'ignore la situation, et c'est vrai que l'enjeu qui est un peu structuré, du moins de l'extérieur, la relation de thème Paris 2024 avec le monde géopolitique, ça a été depuis 2 ans le conflit entre Russie, Biélorussie, Ukraine. Et je pense que là, c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle les gens sont finalement assez familiers, même si je peux y revenir dans les questions s'il y a un intérêt supplémentaire sur la question. Mais la manière dont nous... donc, il y a 2 choses. Il y a une chose qui est d'un point de vue d'organisation. Les Jeux auront lieu dans un contexte international tendu. On ne sait pas ce qui va se passer avant, pendant les Jeux, quels impacts opérationnels ça va avoir. Par exemple, si un autre conflit accélère, un problème entre délégations, un problème entre athlètes, ce genre de choses. Et là, on a des plans de contingence qui sont prévus pour ça. Après, pour moi, le rapport à la situation globale, c'est pas forcément ça. Il faut l'encadrer entre 2 choses. D'abord, rappeler que les Jeux olympiques et paralympiques, c'est l'événement universel. C'est un moment où il y aura 206 comités nationaux olympiques et un peu moins paralympiques qui seront là, qui seront tous dans le village. C'est pas comme des fois on dit ça puis on réfléchit. C'est pas du tout comme la Coupe du Monde de la FIFA où il y a des équipes qui sont qualifiées. Là, tous les pays seront là. Et tous les pays dans le village, ça veut dire ça veut dire le monde entier. Ça veut pas seulement dire le conflit Ukraine-Russie. Ça veut dire beaucoup d'autres sujets, beaucoup d'autres choses. Le monde est là. Et ça, il faut le traiter. Et avec un focus très important, particulier, positif ou négatif, qui fait que tous ces sujets y remontent.
Il y a les sujets, je peux vous donner la liste, la question de l'égalité par exemple. Ce sera les premiers Jeux paritaires. Il y a une dimension quand même très importante. On travaille depuis longtemps justement avec certains pays pour augmenter la pratique, le nombre d'athlètes féminines. Bon, bah là, il y aura un enjeu. Il y aura un enjeu sur d'autres situations géographiques ou géopolitiques quand même qui sont potentiellement tendues. Je sais pas, au Soudan, au Myanmar, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas guidé par les médias. Voilà, le monde entier sera là. Donc toutes ces situations, il faudra les traiter. Donc c'est vraiment ça notre focus. Hein. On a le monde. Et aussi sur la durée, c'est-à-dire que maintenant les Jeux arrivent et c'est vrai que ça va se cristalliser, mais Paris 2024 est là depuis 7 ans. Bien sûr, la tension monte, mais ça fait un petit moment déjà qu'on doit se positionner sur certains sujets, même avant les Jeux. Par exemple, en 2022, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'affaire Peng Shuai avec la Chine. Notre président a parlé sur ce sujet, c'est déjà il y a 2 ans et demi. Donc voilà, et après il y a tous les autres sujets de nature internationale, pas forcément polémiques, pas forcément problématiques, mais pour lesquels on attend de Paris 2024 qu'il joue un rôle qui reste à définir et qui est flou suivant à qui l'on le demande d'ailleurs, comme sur la francophonie, comme sur l'Europe par exemple, l'Europe du sport, que fait Paris 2024. Il y a énormément de choses, on peut parler des réfugiés, voilà, de ce genre de choses. Pour nous, derrière l'objectif, c'est de préserver l'espace. Voilà, c'est de dire, finalement, le monde entier est là, et finalement, si on a un objectif général, c'est de préserver cet espace apaisé, qui est symbolisé par le village olympique, mais qui est symbolisé par tous les Jeux, que finalement, quelque part, essayer de protéger un peu et de faire vivre ce moment, qui est un moment de rencontre, qui est un moment qui doit être pacifique. Et finalement, toute la stratégie, ou tout ce qu'on essaie de faire, c'est préserver cet espace. Je dirais, c'est la manière la plus simple, je pense, de l'exposer. La deuxième chose, c'est que d'un point de vue international, et très rapidement, et encore on peut y revenir, c'est de dire, de la même manière qu'au niveau national, là on parlait juste avant dans le panel sur le rôle du sport, promouvoir le sport dans la société, en France, changer, voilà, toute cette question-là, c'est essayer d'arriver à porter ce message au niveau mondial. On n'est pas que dans un rapport à une situation géopolitique à laquelle on essaie de s'adapter. On est aussi dans la promotion de quelque chose, dans la promotion de l'activité sportive, du sport, dans un message positif, dans un message du sport, la promotion du sport santé, par exemple avec l'OMS. On essaie de travailler avec eux pour pousser ça au niveau mondial. Et de la même manière que cet effort au niveau national, il est contrebalancé par, bien sûr, toutes les difficultés qu'on peut avoir. Cet effort qu'on a au niveau mondial pour essayer aussi de pousser ça, d'utiliser la caisse de résonance des Jeux pour pousser l'idée que le sport, c'est un bien commun, le sport, il contribue au développement durable, il contribue à la santé, il peut faire beaucoup de choses. Il est contrebalancé par le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de situations d'un point de vue géopolitique qui font que c'est de ça qu'on parle. Mais il y a cette idée que nous, à laquelle on tient, qui est est-ce qu'on peut pousser au niveau international le rôle du sport? Est-ce qu'on peut avoir cette réflexion-là? Est-ce que les Jeux, ça peut aussi faire quelque chose comme ça? Okay, merci. Et j'avais une dernière question, finalement assez ouverte. Je pensais te la poser à toi, Pascal, mais tout le monde peut évidemment répondre avant qu'on passe aux questions-réponses avec le public. On a vu évidemment la question des athlètes russes et bélarusses être un peu au centre des débats concernant Paris 2024 depuis quelques mois maintenant. On sait donc qu'ils vont être présents, enfin, sauf retournement de situation, sous bannière neutre, donc sans drapeau, sans hymne, et qu'ils ne vont pas participer à la cérémonie d'ouverture. En réponse à cela, Vladimir Poutine a décidé de créer des jeux parallèles. Donc on a parlé des jeux des BRICS, donc jeux des pays émergents, jeux de l'amitié qui vont se tenir au lendemain des JOP de Paris 2024. Ces tentatives, elles peuvent faire parfois sourire, mais elles posent quand même une certaine question, en fait, je crois. C'est que, justement, à l'aune de ce sport qui devient de plus en plus multipolaire, etc., on peut aussi se poser la question si on n'assisterait pas, peut-être, de façon sous-jacente, à une forme de désoccidentalisation du sport, et si finalement ces tentatives de Vladimir Poutine, qui peuvent ressembler parfois à des coups d'épée dans l'eau,
ne serait pas en fait l'écume révélatrice de quelque chose de plus important. Ouais. Non, c'est très important. Tu soulèves un vrai problème, Lucas. Moi, je me demande si la Russie ne va pas boycotter les Jeux. Parce qu'en fait, on leur propose une participation plus que réduite. Il faut même que les athlètes qui s'engagent à critiquer la guerre en Ukraine, qui est quand même l'axe central de la politique de Poutine, donc à se déclarer, selon les mots de Poutine, traîtres à leur pays. Donc, et les Russes peuvent dire on n'a pas interdit les athlètes américains après la guerre d'Irak. Il y a le débat sur les athlètes israéliens. Alors, Thomas Bach a quand même un argument un peu hypocrite. Il dit oui, mais c'est pas à cause de la guerre. Il y a plein de pays qui sont en guerre. Si on exclut la Russie, c'est parce qu'elle a intégré les fédérations de Crimée et du Donbass dans l'espace russe. Donc, elle a contrevenu à la charte olympique. Et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on exclut la Biélorussie qui ne l'a pas fait. Donc, on voit quand même qu'il y a une domination occidentale sur l'instance sportive et il y a des clubs israéliens dans les territoires occupés qui participent au championnat israélien sans que ça crée la même chose. Sauf que, à ma connaissance, mais Vincent, je ne sais pas si tu es à ces informations, je ne crois pas que le comité national olympique palestinien ait demandé l'exclusion d'Israël. Donc si les premiers concernés ne le font pas, il est un peu compliqué. Ni l'Afrique du Sud, d'ailleurs, qui pourtant poursuit Israël devant la Cour internationale de justice, mais pas devant le CIO. Donc il y a quand même quelque chose. Alors c'est un débat intérieur politique français, mais moins là-dessus. Alors il se trouve que je viens de lire le... Alors effectivement, on se rappelle que après le boycott américain des Jeux de Moscou, il y a eu les Goodwill Games. Fondé par un milliardaire américain pour dire c'est pas grave, on va faire ça. Et après le boycott russe des Jeux de Los Angeles, il y a eu les Jeux de l'amitié. Donc il y a eu plusieurs tentatives de dire on va faire quelque chose en dehors des Jeux. Toutes ont échoué parce que le CIO a pris une telle force et un tel universalisme que bon, ils ont le monopole et que tu ne peux faire les Jeux des BRICS, je dirais que c'est comme les Jeux de la Franco... Enfin, ça n'a pas vraiment la force, la puissance, l'intérêt de tout cela. Mais je viens de lire ce qu'on appelle le rapport Karaganov. Qui est Karaganov? C'est le géopolitologue organique de Poutine. Donc un type qui a une vision et qui vient de faire un document de 60 pages sur comment contrer l'Occident, puisqu'on est dans une guerre longue, il faut aller voir l'Inde, il faut aller voir la Chine. C'est très très élaboré. Et le dernier paragraphe, c'est sur le sport. Donc il propose de faire des forums, d'envoyer des universitaires dans tous les pays. C'est vraiment un programme complet de comment on résiste 10 ans et grosso modo on nique les Occidentaux, quoi. Enfin, c'est bon. Si on résiste 10 ans par rapport en disant il y a la majorité mondiale qui ne nous condamne pas. Alors en fait ils ont condamné la Lune, ils ont pris de sanctions. Et il y a l'Occident collectif qui nous condamne. Et le dernier paragraphe est concerné, c'est d'ailleurs je comptais te l'envoyer, Vincent, très prochainement. C'est vraiment très intéressant, consacré au sport. Et donc, il attaque un sport, les sanctions punitives, le sport vu par l'Occident, en disant que c'est discriminatoire, etc. Et en remettant en avant les valeurs de l'amateurisme, puisque s'il critique uniquement le CIO pour avoir exclu la Russie, ça ne va pas animer grand monde, mais il joue sur la carte la dérive de l'argent, le gigantesme de cela. Et donc, il va tenter de faire quelque chose. Je pense que cette initiative est vaine. Il ne va pas arriver à grand-chose parce que le CIO va se défendre. Il suffira d'exclure les fédérations qui participent à un sport concurrent des Jeux Olympiques pour que personne n'aille là. Mais en tous les cas, Poutine a intégré que le sport était un combat aussi géopolitique, que la géopolitique était un sport de combat, et qu'il fallait faire quelque chose de lent. Et moi, j'étais très frappé donc, que Karaganov, son géopolitologue en chef, organique, qui est très souvent enfin, dans le forum de Valda, etc., voit finalement que aussi dans le sport, il faut faire quelque chose pour contrer l'Occident. Mais je pense que le CIO a une telle importance que la manœuvre va échouer. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à ce qui a été dit jusqu'à présent? Moi, je trouve, quand on parle de j'ai du mal à dire. Désoccidentalisation. Ouais. Enfin, voilà, vous l'aviez mieux dit. Je trouve qu'il y a un exemple qui est très intéressant, c'est celui de la Formule 1. Parce que il y a peu de sports aussi occidental au départ que le sport automobile et la Formule 1 en particulier. Et à la fin des années 40, début des années 50, quand donc se crée le circuit de Formule 1, en fait, tous les circuits sont en Europe, sauf un qui est aux États-Unis.
Et quand on regarde la saison actuelle de Formule 1, sur les 24 Grands Prix, il n'y en a que 12 qui sont, on pourrait dire, en Occident. Et parmi ces 12, il y en a 3 aux États-Unis. Sinon, il y en a par exemple 4 dans le Golfe Persique. C'est-à-dire qu'il y a le Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite, il y a le Grand Prix du Qatar, il y a le Grand Prix de Bahreïn, il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi, il y a le Grand Prix d'Azerbaïdjan, il y a le Grand Prix de Chine. Et dans le même mouvement, la France n'a plus de Grand Prix. Et même des Grands Prix historiques, qui sont des monuments comme Spa-Francorchamps ou même Monaco, sont attaqués, menacés par la FIA en leur disant attention, vous ne génériez pas assez de profit, donc si vous continuez comme ça, on va vous rayer aussi du calendrier. Et en fait, pourquoi ? Parce que le sport va où est l'argent. Et l'argent, aujourd'hui, il est dans ces pays-là. Et malheureusement, au niveau de certains dirigeants internationaux, si les Esquimaux devenaient subitement milliardaires, je pense qu'ils chercheraient absolument un moyen d'organiser un Grand Prix de Formule 1 sur la banquise. Parce que voilà, c'est la loi du plus fort et du plus offrant. Et c'est vrai que moi, quand je vois un cirque, pour moi, une saison de Formule 1 sans Monaco, ça n'a pas de sens. Alors après, j'ai rien contre le Grand Prix d'Azerbaïdjan, mais et c'est vrai que nous, à l'équipe, on a tendance peut-être, oui, on est assez nostalgique des fois, et on est en défense de ces Grands Prix, de ces monuments, et on dit en gros, ok, c'est une ouverture nécessaire vers le reste du monde, mais il faut quand même préserver nos monuments. Oui. Personnellement, par rapport à l'initiative, puisque c'était ça l'origine de la question, par rapport à l'initiative Jeux de l'amitié organisée en Russie, je pense que le dernier... Alors, il y a 2 événements que la Russie a organisés. Je ne vais pas parler de la Coupe du Monde de football, la France l'a gagnée, tant mieux, mais pour autant, je ne vais pas en discuter. Par contre, je ne pense pas que les Jeux de Sotchi aient laissé un souvenir impérissable chez tous les pays. Tout le monde a vu que ce n'était pas la chose à faire en termes d'organisation, parce que c'est des éléphants super blancs qui ont été construits à Sotchi, et là, on était dans la démesure. En plus, les affaires de dopage qui sont survenues après les Jeux de Sotchi n'ont rien rajouté en termes de popularité. Et je pense que, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, où Pascal le disait, je crois, sur la Russie dit il n'y a que l'Occident contre nous. C'est pas tout à fait ça, si je peux me permettre. Il y a l'Occident qui manifeste son opposition. Les autres, ils disent c'est loin, c'est pas notre problème. Et donc, de là à aller dans une compétition que M. Poutine voudrait comme étant une opposition concurrentielle, voire organisée pour aboutir à la disparition des Jeux Olympiques au profit des Jeux de l'amitié, non, c'est pas un pas, c'est un fossé, c'est un gouffre. Moi, j'y crois pas un seul instant. Il y a eu les Spartakiades aussi. Pardon, on a oublié les Spartakiades comme jeu, comme jeu en dehors des Jeux Olympiques, avant la Seconde Guerre mondiale. Je pense que son objectif, c'est plutôt discréditer ou s'en prendre au CIO, essayer de diminuer le prestige du CIO en disant voilà, il est possible de faire autre chose, il n'y a pas que le CIO dans la vie, quelque part, quoi. Et la différence, alors je conçois tout ce qui a été dit sur la Formule 1, les enjeux financiers, même le foot aussi, mais les Jeux aujourd'hui, c'est comme l'a dit Pascal, c'est le seul événement qui concerne 206 pays. Ou c'est toi qui l'as dit, Vincent? Donc c'est complètement différent. Chacun des pays, même s'ils participent avec 2 ou 3 participants, il faut voir la fierté des athlètes qui défilent à la cérémonie d'ouverture pour se dire que c'est quand même autre chose. Donc moi, je demeure confiant sur le fait que, à un moment, cette crise politique, je l'espère, elle sera résolue. J'ai plus peur des affirmations sur l'usage de l'arme nucléaire que l'usage des Jeux de l'amitié, hein, pardon. Hein. Vincent Pasquini.
Ouais, juste un mot pour compléter ce que disait Pascal sur les Jeux de l'amitié. Juste pour la préoccupation principale du CIO et de Thomas Bach autour de ces Jeux, enfin pas forcément la préoccupation, mais l'approche, c'est aussi la politisation de l'événement sportif par rapport à l'autonomie, la neutralité du mouvement sportif. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, toutes les grandes compétitions sont organisées par le mouvement sportif, pour le mouvement sportif, de manière autonome, neutre, on peut en discuter, en tout cas séparément. Les propositions de la Russie sont des événements organisés par des autorités politiques. Donc au-delà de toutes ces discussions, c'est vrai que je suis assez d'accord, il y a aussi ce côté, c'est des gouvernements qui organisent des événements sportifs. Et ça, c'est ce que, de toute manière, où que ce soit, le CIO cherche à combattre. Très bien. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. On va passer aux questions dans la salle. Et je vois que déjà des mains se lèvent. Les micros vont arriver. Donc n'hésitez pas, comme pour les précédentes tables rondes, présentez-vous avant de poser votre question et n'hésitez pas à nommer la personne à qui vous voulez la poser. Alors je me présente, Mehdi Sali, je suis étudiant à l'Université Lyon 3 en Master 1 Relations internationales et j'ai deux questions, plutôt trois petites questions. La première concerne le cas chinois. Monsieur Leclerc avait dit tout à l'heure que les JO de Rio et de Pékin n'avaient pas une ambiance, la meilleure des ambiances, et aussi sur le plan footballistique, on remarque que les voisins de la Chine, que ce soit Corée du Sud ou Japon, ils rayonnent quand même dans les Coupes du Monde de football. Ils arrivent souvent en 8e alors que la Chine n'est même pas qualifiée. On a vu aussi dans les années 2010 la politique où ils voulaient ramener plusieurs joueurs stars avec de gros salaires, mais ça n'a pas marché non plus. Du coup, ma question, c'est est-ce que Xi Jinping veut créer une puissance footballistique en plus d'une puissance économique et politique? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est il y a des États, tout ce qui est Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, même si indirectement et pas directement, ils détiennent des équipes, que ce soit Manchester City ou Newcastle ou le PSG. Et je voulais savoir si est-ce que ça leur permet de rayonner en Occident et est-ce que c'est de la concurrence déloyale qu'il faut réglementer. Et la troisième et dernière question, c'est la FIFA. Est-ce que la FIFA a vraiment un poids géopolitique conséquent vu qu'elle reconnaît plus de pays que l'ONU en soi? Voilà, merci. Je ne sais pas par où commencer. Alors la FIFA, effectivement, il y a une sorte de guéguerre entre la FIFA, l'ONU et le CIO pour savoir lequel a le plus de pays. Donc je crois que c'est la FIFA qui gagne. C'est la FIFA qui gagne. Hein. Ouais. Oui, parce que l'équipe du Royaume-Uni est à 4 équipes déjà anglais, enfin britanniques. Et Tahiti aussi. Et Tahiti, oui, qui est reconnu par la FIFA. Ouais. Alors que le CIO a changé sa règle, je crois, en 1996, où maintenant le CIO ne reconnaît plus, je parle sous la responsabilité, mais ne reconnaît plus que des États, ce qui n'était pas le cas auparavant, où le CIO aussi avait reconnu, par exemple, la Palestine. La Palestine a une délégation depuis 1996 aux JO et 2000 aux Jeux paralympiques. Donc après... D'accord. Je te laisse la responsabilité de tes propos. Sinon, votre question sur la Chine, je pense que la Chine elle a un objectif très clair, c'est d'être la première puissance mondiale, notamment aux Jeux Olympiques. Au football, ça sera plus compliqué, mais aux JO, ils ont un objectif de faire coïncider en fait le centenaire de l'anniversaire de la Révolution avec la première place qu'ils n'ont occupée qu'une seule fois au tableau des médailles quand ils ont eux-mêmes organisé les Jeux à Pékin. Mais quand on parlait de monde bipolaire, d'affrontement Est-Ouest, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, au tableau des médailles depuis le début du siècle, on a quand même pratiquement un affrontement bipolaire entre France... pardon. C'est mon fantasme. Entre États-Unis et Chine, arbitré par les pays occidentaux, le Japon.
Mais voilà, la Chine veut être première, va s'en donner les moyens. Sur le football, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont énormément investi à la chinoise, c'est-à-dire public, privé, sur leur championnat de football, mais il y a eu le Covid juste derrière, et ça a brisé considérablement leur élan. Et puis il y a eu un effet qu'on voit aussi, à mon avis, aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une promesse pour un certain nombre de joueurs prestigieux, pas forcément au sommet de leur carrière, mais peut-être un peu au-delà, avec des salaires incroyables, avec des conditions de vie, etc. Et puis une fois sur place, il y avait, comme en Chine ou aujourd'hui en Arabie Saoudite, un niveau de compétition qui est quand même beaucoup plus bas que ce que ces joueurs ont connu, des conditions de vie, même s'ils sont dans un luxe absolu, ou à un moment, voilà, il y a des choses qui leur manquent, et puis aussi le fait qu'ils se rendent compte une fois sur place que s'ils ne marquent pas tant de buts, on va s'en débarrasser. Donc il y a eu l'Eldorado chinois pour les grands footballeurs mondiaux n'a pas duré très très longtemps. Et là, on se rend compte aussi que pour l'Arabie Saoudite, alors qu'ils ont mis des moyens quand même considérables, il y a beaucoup de joueurs qui veulent revenir et qui ne sont pas heureux là-bas pour des raisons à la fois sportives, mais aussi des raisons des fois familiales. Et donc, c'est pas l'argent ne fait pas tout. Et la troisième question, si, j'ai répondu au groupe 3 ou pas? Si, je crois. Après, la concurrence, la question de la concurrence déloyale, oui, elle est toujours déloyale pour celui qui perd. Donc, elle est déloyale. Aujourd'hui, qui mène ce combat? C'est essentiellement les clubs espagnols. Et les clubs espagnols, avec la dette, ils font aussi quelque part de la concurrence déloyale. Donc, on est toujours le déloyal de celui qui nous bat. En France, effectivement, on va dire oui. C'est pas normal que le PSG soit un club État, mais bon, si vous êtes un club de deuxième division, vous trouvez que c'est pas forcément normal que l'OM soit payé par un milliardaire américain ou l'Olympique Lyonnais. Donc pour moi, c'est une question difficile à trancher. Ce qu'il y a de sûr, c'est que il y a une concurrence entre ces pays à travers leurs clubs. Et on le voit bien, on parle souvent quand il y a des affrontements entre le PSG, Manchester City et Newcastle, ça devient presque des derbies du golf, où il y a un enjeu d'image considérable entre eux. Je me permets de rebondir sur l'élément de réponse que vous avez commencé à donner, puisqu'il a demandé si la FIFA avait une vraie force diplomatique. Moi, j'avais eu l'occasion de m'entretenir avec la future ex-secrétaire générale, je ne sais pas si elle est déjà partie, Fatma Samoura, qui, elle, a été débauchée justement des Nations Unies et donc qui menait cette politique de sport comme outil, parce qu'elle avait compris qu'elle ne gagnerait pas la bataille idéologique sur certains pays d'Afrique, par exemple, avec les problèmes d'inclusion des petites filles, donc qu'elle se servait du foot pour ça. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Je ne sais pas, mais en tout cas... Pour ça, je sais qu'elle était engagée là-dessus. Ma question profane, vous avez dit que le monde sera là. Ça, c'est vous qui l'avez dit, monsieur Pasquini. Monsieur Massélia, vous avez dit que la question, c'est aussi de savoir ce que les Jeux vont pouvoir apporter à la société française. Et vous, monsieur Leclerc, vous avez aussi dit qu'il fallait quand même préserver nos monuments. Donc j'aimerais savoir, en dehors du parcours de la flamme olympique, est-ce que ces Jeux et les festivités qui les entourent ont été pensés aussi dans une logique nationale, hors Île-de-France, hors Paris, pour faire participer les autres communes, les autres régions et mettre en avant, comme on voit parfois dans le Tour de France par exemple, les spécificités culturelles françaises? Alors après, moi je ne suis pas du COJO, donc je laisserai répondre, mais il faut bien comprendre qu'en fait la Coupe du Monde de football est attribuée à un pays alors que les Jeux sont attribués à une ville. Il y a quand même eu un effort, je trouve, pour sortir les Jeux de Paris et du 93 dont on a parlé précédemment. Il y a eu, alors, ça se fait toujours par le tournoi de football parce qu'il va concerner un certain nombre de villes, de provinces. On aura aussi les épreuves de voile à Marseille, on aura eu les épreuves de surf à Tahiti, le tir à Châteauroux.
Donc on a quand même senti, y compris nous, à notre niveau journalistique, la volonté et le message. Dans une semaine, on va voir arriver la flamme à Marseille, d'envoyer le message de dire, voilà, c'est les jeux de toute la France et pas seulement des jeux parisiens. Je vais dire deux mots. Effectivement, on s'éloigne un peu du sujet. Oui. il y a eu sur les 4 ans qui viennent de passer. Après, effectivement, à l'arrivée, il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris, mais il y a eu cet effort d'essayer d'en faire les jeux de toute la France. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été mis en place pour les collectivités. Il y a un programme qui s'appelle Terre de Jeux, qui concerne plus de 4000 collectivités, la moitié des Français sont dans des villes terres de jeu. Après, ils ne le savent pas toujours, c'est pas, voilà. Mais à travers ça, quand même, ces collectivités-là, elles ont nominé des volontaires, elles ont nominé des coureurs du marathon pour tous, elles ont nominé des porteurs de flammes. Donc il y a vraiment eu cet effort quand même de faire quelque chose qui touche tout le territoire. Il y a un club 2024 qui a plusieurs millions de membres qui ont pu faire des activités, faire des challenges, rencontrer des athlètes. Voilà. Il y a eu tout un effort d'animation qui est quand même dépassé largement le côté. Il y a l'Olympia culturelle, bien sûr, qui est voilà, un espèce de tissu d'événements culturels et sportifs qui sur l'année 2023-2024. Donc il y a beaucoup de choses quand même qui ont été faites. Bien sûr, après, on se laisse emporter par l'événement, mais quand même, il y a eu cette vraie volonté politique de couvrir tout le territoire et même l'étranger, comme on en parlait tout à l'heure. On va prendre une dernière question. Oui, monsieur. Oui, je suis docteur Amdini, médecin généraliste. J'ai 2 questions à monsieur Boniface. En premier lieu, je tiens à le remercier à titre personnel pour l'organisation de cette journée, le choix des thèmes. La première question, est-ce que vous ne pensez pas que le sport peut être utilisé comme moyen par des pouvoirs dictateurs pour tromper l'opinion mondiale avec des résultats très bons en compétition internationale qui ne vont pas refléter en réalité la participation de leur population. La deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que le sujet de la sécurité a été trop, même le seul qui est discuté depuis plusieurs semaines dans les médias lourds, avec un effet négatif? L'exemple, c'est le cas du ministre qui a été reçu dans une chaîne télévisée, qui passait en direct avec une maman qui va lui poser la question: est-ce que vous allez laisser votre fils aller aux Jeux Olympiques? Et elle lui dit non. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que ça sera un frein pour la participation de la population? Et merci. Alors pour la deuxième question, la sécurité, c'est le sujet majeur de tous les Jeux, et pas de Paris. C'était pareil, alors pas à Tokyo, parce qu'il n'y avait pas de spectateurs, et que, bon, donc c'était plus facile, mais enfin à Rio, pourtant Rio n'est pas dans une zone géopolitique compliquée, il y avait des gendarmes partout, c'était pareil à Londres, c'était pareil à Athènes. Bon, en fait, dès qu'il y a un événement important, le premier problème, la première préoccupation, c'est la sécurité. Mais c'est pareil pour le 31 décembre, c'est pareil pour le tournoi de boules du 13e arrondissement, enfin c'est pareil pour toute organisation, donc vous avez un problème de sécurité. Votre première question, c'est donc l'instrumentalisation du sport, pas de régime autoritaire. En fait, tous les régimes mettent en avant leur succès sportif, aussi bien les régimes démocratiques que les régimes non démocratiques. Pourquoi vous pensez que Macron est allé et à Moscou pour la finale et à Doha pour la finale? Je veux dire, tous les pouvoirs sont d'ailleurs plutôt là pour les victoires que pour les défaites et accompagnent plus les moments fastueux que les moments les plus compliqués. Et tous les pouvoirs, disons que les mêmes qui coupent dans les budgets du sport, sont là pour venir se faire prendre en photo avec les vainqueurs et les médailles d'or. C'est toujours un peu le cas. Mais je pense que les gens ne sont pas dupes. C'est ce que votre question revient un peu au sport washing. En fait, non, les dictatures veulent influencer le sport, mais ça ne marche pas aussi facilement que cela. Ça ne lave pas l'image. Alors bien sûr, si on pose la question, c'est est-ce qu'il faut boycotter les événements dans les pays qui ne sont pas démocratiques? Mais moi, je me rappelle en 78 en Argentine, l'organisation Les Montoneros, qui était l'organisation opposée à Videla, enfin, disait venez au contraire pour rendre compte de ce qui se passe chez nous.
Et le boycott n'est jamais la bonne réponse. Et en fait, les gens qui proposent le boycott, à l'époque c'était déjà BHL, c'est des gens qui n'aiment pas le sport. Et les gens qui demandent le boycott du sport ne disent pas il faut boycotter l'économie ou je ne vais plus envoyer mes films et mes bouquins là-bas. C'est toujours le sport qui est la variable d'ajustement de ce type d'événement. Très bien. Ce sera le mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Peut-être une dernière réflexion, un dernier élément. Juste un complément à ce que dit Pascal par rapport aux pays dits totalitaires qui auraient envie de briller par le sport. Le seul exemple que je connais, c'est la RDA. Parce que à un moment, c'était vrai qu'on s'est posé la question comment un pays, à l'époque c'était combien, 18 millions d'habitants maximum, arrivait à avoir de tels résultats. Alors, l'explication la plus simple était le dopage. Je vais oser le dire parce qu'on me l'a parfois reproché. Moi, quand j'étais président de la Fédération française d'aviron, c'était il y a longtemps, mais j'avais été élu en 89 et en 90, c'est la chute du mur de Berlin. Après m'être renseigné, après avoir pris tous les renseignements possibles auprès de la Fédération internationale, j'ai été recruté un entraîneur est-allemand. Non pas pour qu'il entraîne, mais pour qu'il forme les entraîneurs français. Et la méthode qu'il a mise en place, elle est toujours d'actualité. Ces gens-là ont développé un concept sportif avant-gardiste comme personne ne l'a jamais fait. Et il faut juste saluer la manière avec laquelle tout ça a été fait. Moon, pour c'est de lui qu'il s'agit, il est venu seul. Il n'est pas venu avec ses médecins, il n'est pas venu avec ses kinés, il est venu tout seul. Et les résultats ne sont pas venus immédiatement, ils sont venus 3-4 ans après. Et donc moi je crois qu'il faut juste se dire à un moment qu'il y a une temporalité qui distingue les acteurs qui veulent construire sur le long terme de ceux qui veulent des résultats immédiats. C'est vrai un peu partout. Et moi, j'ai envie juste de citer, parce que j'ai toujours, quelque part, la notion de ce qui marche à un endroit qui peut être dupliqué ailleurs. C'est pour ça que je voulais le dire, même si ça ne fait pas partie des événements. Il y a, tout à l'heure, le dessinateur a parlé de Bogota. Il y a un pays qui, effectivement... Le cartel de Medellín est quelque chose de célèbre. La ville de Medellín a été candidate pour organiser les Jeux de la jeunesse. La ville de Medellín, elle a misé sur le triptyque culture, sport, éducation pour y mettre 50% de son budget. Et malgré l'augmentation de la population, on a constaté un recul des incivilités. Comme quoi, miser sur l'éducation, la culture et le sport, ça peut rapporter beaucoup plus que ce que l'on a pensé au départ y mettre. Sauf que ça a payé au bout de 20 ans. Eh bien, vous me trouverez un responsable politique qui accepte que l'investissement qu'il souhaite mettre rapporte à celui qui va lui succéder. C'est toute la problématique dans laquelle on est. Oui, effectivement, c'est une très belle conclusion. Je vais vous laisser la parole, monsieur le maire, si vous souhaitez dire quelques mots. J'en profite très rapidement pour remercier tout le monde, tous les intervenants, les intervenantes et évidemment tout le public en ligne, en présentiel bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, alors, juste un témoignage concernant l'appropriation par les territoires. Le Val d'Oise vraiment est une terre de jeu qui s'est beaucoup impliquée, puisque les équipements départementaux Athletica, c'est-à-dire le CDFAT, le centre de formation au métier du sport de haut niveau, qui est à 2 km d'ici, va être mis à disposition des athlètes américains, bien entendu. Je ne parle pas d'une partie du staff américain qui va privatiser l'hôtel qui est tout à côté, mais c'est tout le territoire dans les Olympiades culturelles. Et puis la Flamme, juste la Flamme, elle va passer là le 19 juillet prochain. Alors effectivement, la sécurité est une véritable préoccupation, parce que je pense qu'entre les services de la préfecture, la direction départementale de la police et la ville d'Enghien-les-Bains, on a déjà passé une vingtaine d'heures de préparation. Mais le véritable mot de la fin, c'est vraiment de vous remercier, de remercier les intervenants, parce que vous êtes tous les uns les autres dans vos spécialités extrêmement pointues. On sent qu'il y a
comment dire, un vécu, un passionné, et il n'y a pas d'orgueil. Il y a quelque chose qui a été extrêmement simple. On a senti un excellent climat. Au fond, c'est le climat du sport. Merci beaucoup. Donc merci également et félicitations aux équipes de l'Iris, à Pascal, donc qui est vraiment leur patron, mais il est plus que ça, il est celui qui est le passeur à la fois de la recherche et puis de la réflexion. Et un très grand bravo pour Tommy, pour ce dessinateur plein d'humour et très libre. Merci à vous tous.